Je vais enchaîner avec un deuxième échange pour lequel il y aura des questions tout à l'heure. On a beaucoup parlé d'outils à l'instant, tout à l'heure en parlant de fichiers d'alumni. Saviez-vous que quelle école, quel établissement envoie le plus de diplômés chez Danone, chez Chanel, chez LVMH? Alors, j'ai pas accès aux études Universum, mais c'est assez magique. Manuel Canévet a épluché LinkedIn, tout y est. Je peux vous dire qu'il y a quelques mois, l'ESSEC avait 492 employés chez LVMH, que l'Université de Buenos Aires en envoyait le plus chez Danone. C'était un classement, Manuel Canévet, vous êtes consultant, je vous accueille sur scène. C'était un classement, une analyse plutôt de toutes les données possibles sur LinkedIn, en open, sans outils. On va voir finalement si tous les éléments dont on a parlé sur les 2 temps qui viennent de précéder sont vraiment utiles aux établissements et s'ils sont concurrents. Et pour en discuter avec Manuel Canévet, Jean-François Ferina, directeur général adjoint de GEM, grand utilisateur de réseaux sociaux. C'est un peu frustrant parce que dans cet amphi, on ne peut pas se connecter, impossible. Je n'osais pas le dire. Hein, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, enfin, c'est pas grave, vous allez nous dire un peu comment vous faites le lien entre votre pratique personnelle et puis surtout la stratégie de l'établissement. Je dois dire qu'il y a 3 ans, quand Newstank a consacré un dossier aux outils de CRM, vous étiez l'un des directeurs à vraiment être investi sur le sujet, vous vous étiez posé des questions là-dessus, vous voyez ça comme un enjeu, on va voir si aujourd'hui c'est simplement encore nécessaire au regard de tout ce qui existe par ailleurs. La question, tout simplement, LinkedIn, futur concurrent des écoles? Oui, alors d'ailleurs, bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Je l'avais écrit il y a vraiment plusieurs années en disant les GAFA, en règle générale, seront nos concurrents, et LinkedIn, si on l'inclut dedans, peut également. Tout simplement parce que nous sommes, nous, école de management, au centre de la relation entre les étudiants et les entreprises. Et je m'aperçois que de plus en plus, nos étudiants, et on va dire GEM a la chance d'offrir un grand nombre de programmes qui vont du bachelor jusqu'au doctorat. Moi, je m'aperçois qu'un nombre croissant d'étudiants sont recrutés sans avoir candidaté. Alors au départ, je suis plutôt flatté en disant c'est le bouche à oreille et c'est la notoriété de l'école. Et puis en investiguant un petit peu plus, on s'aperçoit tout simplement que les entreprises ont inversé leur modèle de recrutement. Plutôt que d'analyser des milliers de CV avec des algorithmes, elles vont chercher des profils particuliers, pour l'instant sur LinkedIn, peut-être sur d'autres réseaux par la suite. Et donc, encore une fois, nous qui étions au milieu de cette relation, on disait aux entreprises, vous allez avoir les meilleurs étudiants, et aux étudiants, vous allez avoir les meilleures entreprises. On s'aperçoit que avec LinkedIn, les étudiants peuvent se passer de nous et les entreprises peuvent se passer de nous également. Donc c'est une évolution. Alors on verra peut-être par la suite comment on peut répondre, parce que le combat n'est pas perdu d'avance. Et puis j'allais dire, il y a un deuxième élément également qui fait que LinkedIn est un concurrent. C'est tout simplement la possibilité de proposer des formations adaptées en fonction donc, des compétences. Ce matin même, donc, je suis allé voir, en fonction de mes compétences, on me propose un certain nombre de programmes de formation, plus ou moins courts, rapides et autres. Et là, encore une fois, c'est une tendance, ça va se développer dans les années à venir. Et LinkedIn, par la suite, pourra vraiment proposer tout type de modules de formation en se développant, on va dire, dans tous les domaines, du simple module au qualifiant, au certifiant, voire même du diplômant, et c'est là où on aura peut-être un rôle à jouer, et il y aura une complémentarité entre ce réseau et les écoles ou les universités. Merci. Alors gardez bien tous les deux le micro très proche de la bouche pour qu'on vous entende bien. Manuel Canévet, donc vous avez épluché les données LinkedIn. Finalement, c'est assez facile de trouver des choses très précises, sans outils supplémentaires. Il faut que les établissements se méfient. Alors, peut-être bonjour à toutes et tous. Première précision, je n'ai pas épluché LinkedIn, ce qui serait une tâche où, d'ailleurs, je ne serai pas là devant vous en ce moment, je serai encore en train de le faire, je pense. Ils ont énormément de données. La base de leurs données, ce sont les CV, les profils qu'on remplit tous volontairement. Alors ça aussi, c'est une grosse différence avec les outils des écoles et des universités, où généralement, il faut aller chercher la donnée. C'est un effort assez important auprès de ces anciens, ces étudiants. Et mettre à jour régulièrement les bases de CV ou les annuaires, ça a été une des tâches des écoles pendant très longtemps. Ça mobilisait des ressources importantes. Sur LinkedIn, l'effort n'est pas à fournir puisqu'on attend de chacun qu'il le fasse. Alors, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Ses bons côtés, c'est que plein de données sont accessibles, gratuitement, entre guillemets. On reviendra peut-être sur le modèle économique de LinkedIn juste après, mais effectivement, il ne m'a pas fallu d'outils spécifiques pour faire ce genre d'études.
Cela dit, ces données ne sont pas forcément fiables. Et ça, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que au-delà des gens malhonnêtes qui pipotent des diplômes, ça arrive, il y a aussi ceux qui ne remplissent pas correctement leur CV ou ceux qui ne le mettent pas à jour. Et tout ça, du coup, a des conséquences aussi sur les données qui sont accessibles à toutes et tous sur le réseau. Peut-être juste simplement, parce qu'on n'est pas dans une battle, mais je vais peut-être expliquer un petit peu quel est l'historique de LinkedIn avec l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements se tournent vers ce réseau social. Moi, en tant que consultant, j'ai senti depuis 2 ou 3 ans une demande très très forte sur ce réseau, plus que sur Facebook ou Twitter, par exemple. Alors, je ne parle pas de Viadeo, bien évidemment, RIP. Mais oui, désolé. Il paraît qu'ils reviennent, mais ça fait 1 an déjà. Le réseau LinkedIn a besoin de vous, enfin, a besoin des établissements et a besoin surtout des étudiants. Pourquoi ? Parce que la matière première de LinkedIn, c'est le CV, c'est le profil, et que la promesse, notamment de son business model, c'est de dire aux entreprises, on a perpétuellement à jour une base de données à la fois bien sûr de seniors, de gens très qualifiés, mais aussi de nouveaux diplômés. Et on vous permet d'avoir accès, et c'est ce que s'expliquait Jean-François Fiorina à l'instant, à cette base de données, à sourcer des profils. Donc ils ont besoin tous les ans d'avoir vos promotions d'étudiants diplômés qui arrivent sur le réseau. Et c'est un effort qu'ils font généralement à la fois en direction des individus, mais aussi des établissements. Alors Jean-François Fiorina, quand on est côté établissement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on parle essentiellement là de LinkedIn, pour qu'il y ait une complémentarité, que les choses soient au service de l'établissement ou d'une stratégie ? Juste avant de répondre, quand même une information. Dans toutes mes interventions dans les salles de classe, y compris en prépa, je pose à chaque fois la question de savoir qui a un profil LinkedIn. Et même en prépa, quasiment plus, enfin comment, dans nos classes, c'est quasiment la totalité des promos qui sont inscrites. Et en prépa, j'arrive à un peu plus de 2/3 des étudiants qui ont leur profil LinkedIn. Donc c'est pour montrer l'importance qu'a pris ce réseau. Alors nous, comment travailler ? C'est un petit peu complexe parce que l'utilisation et les usages que l'on peut faire de LinkedIn sont très très nombreux. J'ai tenté un petit peu de les lister. On peut servir de LinkedIn pour de la prospection et sourcer nos candidats. Encore une fois, si je reprends le cas de Grenoble, on a différents programmes généralistes, spécialisés, à tout âge de la vie. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut communiquer, faire de la promotion et de la publicité. C'est également tout ce qui est relation avec les élèves, puisque quasiment tous sont inscrits. Et j'allais dire, même c'est plus facile de communiquer avec eux par LinkedIn ou par Facebook que par les mails, parce que là, au moins, on est sûr d'avoir une réponse. C'est également une communication avec l'ensemble des collaborateurs, alors collaborateurs permanents, vacataires et autres. Alors, si je regardais ce matin dans le train, j'ai 1255 collaborateurs ou identifiés collaborateurs de GEM ou travaillant avec GEM qui sont sur LinkedIn. Donc, on a un moyen de communication qui est impressionnant. On a tout ce qui est relation avec les entreprises aussi, en prospection, en développement. Relation avec les alumni, là aussi pour donner quelques chiffres, un peu plus de 34 000 alumni inscrits, 34 000 alumni GEM inscrits donc, sur LinkedIn. Et puis, on va dire également, ensuite, il y a tout ce qui peut toucher au développement de la marque GEM dans la promotion de notre marque, de nos activités, de la recherche, de tout ce que nous faisons. Donc, on voit bien qu'on a un système à 360 avec énormément d'applications, d'usages. Il y en a peut-être d'autres qui vont se développer dans les années à venir. Il y a également un aspect marque employeur, puisque nous recrutons. Donc, c'est particulièrement important. Et la difficulté, c'est que, de mon point de vue, nous n'avons pas d'interlocuteur unique chez LinkedIn pour avoir une discussion par rapport à tout ça. Et puis, autre élément aussi, le blocage des nombres de contacts à 30 000 me pénalise un petit peu. J'en suis à 30 000. Vous avez vu 34 000 alumni. Ça veut dire que là aussi, dans le développement de tout ce que l'on pourrait faire, je me retrouve avec une certaine limite. Donc inutile dans l'amphi de demander Jean-François Fiorina en contact sur LinkedIn, le quota est atteint. De ceux qui c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Manuel, vous travaillez avec LinkedIn, enfin, ponctuellement en tout cas. Anecdote qui n'est pas pour leur jeter la pierre, mais ils étaient invités à ce type de table ronde, ils n'ont pas souhaité participer ou pu participer. C'est donc pas simple pour les établissements de s'y retrouver, de savoir avec qui travailler chez LinkedIn sur les différents volets que cite Jean-François, sachant que vous ne représentez pas LinkedIn, Manuel, mais vous pouvez nous aider un peu à comprendre. Disons que je vais avoir une réponse de Normand, mais c'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas un prestataire, il ne se positionne pas comme prestataire des établissements d'enseignement supérieur. Je vous l'ai dit, ils ont un intérêt, c'est la base de données, et donc vos étudiants. Voilà.
Leur rapport à l'enseignement supérieur a évolué ces dernières années. Ils se sont cherchés. Ils ont cherché une relation avec vous. Leur cœur de métier, hein, rappelons-le, c'est la diffusion d'offres d'emploi et c'est permettre à chacun d'exposer son CV. C'était ça le cœur de LinkedIn. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les fonctionnalités se sont considérablement développées. Et même si l'emploi reste au cœur, il y a énormément aujourd'hui d'autres fonctionnalités. Ça va sans doute d'ailleurs aller en croissant, puisqu'ils ont été rachetés par Microsoft il y a quelques mois de cela, qu'aujourd'hui, on commence à avoir les premières interactions entre les produits Microsoft et les produits LinkedIn. Donc il y a tout à parier que tout ça va continuer à évoluer et peut-être avec une offre de service en direct des établissements. Mais le rapport aux établissements n'est pas simple parce qu'à la fois l'outil peut paraître gratuit, on a accès à des données, on a accès aux alumni, etc. Et à la fois, il a ses spécificités, ils ont un business model qui est légèrement différent des autres réseaux sociaux. Ils vendent de la publicité, certes, ça ressemble à ce que font les autres réseaux sociaux, mais ils vendent aussi la mise en relation, ça c'est différent. Pour rentrer en contact direct via les emails avec des gens sur LinkedIn, il faut avoir accès à un compte premium, donc lâcher un abonnement, payer. Ça, c'est une différence importante avec un Facebook ou un Twitter. Et puis, ils ont toute une gamme de produits qui ne sont pas nécessairement des publicités classiques, mais qui permettent aussi la mise en relation ou la vente de formation en envoyant des emails à des profils ciblés très précisément sur la plateforme. Donc ce genre de mise en relation, avec eux, vous aurez un interlocuteur, ça sera simple. Ce qui est plus compliqué, c'est de considérer LinkedIn comme un outil, comme un prestataire, et donc d'avoir de leur part des conseils ou de l'aide au développement. Ça, c'est pas forcément évident. Ils avaient tenté, il y a quelques années de ça, de produire des classements d'écoles et d'universités. Qui était notre inquiétude, hein. Enfin notre inquiétude. C'était un énième classement. Ça avait été un sujet, effectivement. En s'appuyant sur les données qu'ils ont en leur possession, qu'ils ont toujours en leur possession. Ils croisaient notamment le diplôme et puis ils analysaient les reçus et les non reçus aux offres d'emploi. Et donc ça permettait d'avoir des statistiques assez précises sur la puissance d'un diplôme finalement pour l'insertion professionnelle. Ou par rapport à une entreprise comme l'évoquait Théo tout à l'heure. Exactement. Donc il y avait eu un sujet classement, ça a duré 1 an et demi, ils ont arrêté leur classement. Aujourd'hui en ligne, vous ne trouverez plus les classements LinkedIn des établissements d'enseignement supérieur, ça a complètement disparu. Ils sont repositionnés, il y a maintenant de ça à peu près 1 an et demi, sur l'aide au premier emploi. Ils voulaient être, il y avait une application qui existait, une application mobile, pour aider les étudiants à trouver leur premier job. Donc, ils étaient vraiment positionnés sur l'interface entre monde du travail et enseignement supérieur. Cette application a disparu, elle n'existe plus. Et aujourd'hui, en tout cas depuis l'été dernier, ils ont lancé une nouvelle fonction qui est du mentoring. Ils permettent à des gens plus âgés de prendre sous leur aile quelqu'un de plus jeune sur le réseau et de lui apporter des conseils, y compris en étant à distance. On n'a pas besoin du tout de se rencontrer sur des champs spécifiques ou sur des applications métiers. Donc voilà, ce qui est compliqué aussi, je pense, dans la relation entre LinkedIn et les établissements, c'est cette fréquence de changement, ce qui est un trait caractéristique des réseaux sociaux, mais qui perturbe nos institutions qui, elles, ont des récurrences plus longues. Jean-Rosa Fiorina, ça veut dire qu'on garde absolument la maîtrise des outils type CRM, type plateforme de mise en relation. Tout à l'heure, l'intervenante précédente évoquait celle de AI Business School. C'est des choses qu'il faut conserver, sur lesquelles il faut investir au niveau des établissements. Oui, tout à fait. Puis après, il faut nous trouver notre valeur ajoutée. Et notre valeur ajoutée, elle va être d'aider nos étudiants à optimiser leur profil sur LinkedIn, avec derrière toute une démarche qui est de réflexion sous forme de compétences. Et là, on va décliner un thème qui m'est cher sur l'école du futur, que l'étudiant en permanence puisse se mettre en avant, travailler sur son employabilité, encore une fois, identifier ses compétences, montrer pourquoi il a ses compétences, participer à des groupes. On rentre dans apprendre à nos étudiants à être visibles et avoir une e-réputation avec derrière un certain nombre d'enseignements qui sont un peu pelote de laine parce que c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît de dire il faut votre CV. Non, il faut vraiment être identifié, il faut pouvoir être particulier, montrer ce que l'on fait. Et j'en reviens, et ça fait un lien avec notre assurance qualité dans les écoles, le lien entre le CV et les compétences et la preuve qu'il y a réellement ces compétences et leur certification. Quels efforts dans les établissements, Manuel Canévet, quels efforts faire, quel changement d'approche pour optimiser le positionnement finalement? Alors, mon conseil, c'est le cynisme. Il faut être cynique. C'est-à-dire que l'outil est très puissant et je pense qu'il a mis à mal les outils un peu maison que certains avaient essayé de développer pour rester en contact avec leurs alumni en développant des réseaux sociaux internes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir être sur ce terrain-là, c'est peine perdue. La puissance du réseau LinkedIn écrase toute velléité, à mon avis, de ce point de vue-là. Mais Jean-François Fiorina a tout à fait raison. Il faut aller chercher la valeur ajoutée là où elle est. Et notamment sur l'expérience vécue au sein de l'établissement, l'accompagnement.
Et tout ça, LinkedIn aujourd'hui ne peut pas l'apporter. Genre même une application comme le mentoring que j'évoquais tout à l'heure, ça reste des relations numériques à distance. C'est pas aussi fort qu'une relation qui peut se nouer dans le cadre d'un établissement. Donc ces aspects-là sont importants. Puis l'autre aspect, c'est la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est accessible sur LinkedIn. Et demain, s'ils décident de vendre des chaussettes, vous perdrez tous ce rapport aux alumni que vous avez grâce à la plateforme. Et c'est possible. Enfin, je ne sais pas dans la tête des patrons de LinkedIn, peut-être que les chaussettes, ils ne l'envisagent pas, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes à la merci du coup de ce genre de plateforme. Donc le cynisme sert à exploiter la plateforme et ses points forts, notamment les aspects communicationnels qu'on évoquait à l'instant, les aspects réseau aussi, bien évidemment, qui sont très puissants. Mais par contre, conserver la donnée dans les établissements pour assurer sa pérennité, ça me semble être très important. Donc c'est plutôt là-dessus, à mon avis, qu'il faut travailler. Jean-François Fiorina, est-ce que sur ces sujets-là, il y a des initiatives particulières à GEM? Qu'est-ce que vous avez mis en place ou quels sont vos outils prioritaires pour développer la relation alumni, piloter la relation alumni? Alors pour l'instant, on est plus dans les groupes et le recensement de nos alumni, la relation avec nos étudiants, avec des prospects, et puis des ateliers de préparation à utiliser donc LinkedIn. La prochaine étape, ça sera de voir comment on peut utiliser LinkedIn pour promouvoir notre marque. Et là, encore une fois, avec ce que disait Emmanuel, toute une réflexion pour garder cette donnée et faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant à un moment donné, qu'on ne perde pas tout. Si LinkedIn va vers d'autres business models, ou alors si d'autres réseaux sociaux apparaissent, parce que là aussi, ça se trouve, ça va tellement vite que pour un colloque de la CGE dans 4 ou 5 ans, il y aura peut-être d'autres types d'approches qui seront données. Mais encore une fois, il y a cet élément de dire, pour nous, c'est vrai qu'on a des réseaux qui sont des phénomènes d'accélération et surtout qui nous permettent de communiquer sur nos différentes cibles. Une école, c'est une multitude de cibles de communication entre les prospects, dans les prospects qui peuvent se redécomposer entre des prépas et autres, ensuite au niveau des profs, de la marque, de nos entreprises, des anciens et autres. Et donc, tout notre challenge est d'automatiser, industrialiser, puis qualifier cette relation avec ces différentes cibles, tout en restant totalement maître de notre politique. En entendant Jean-François parler de la marque et de la communication sur la marque via LinkedIn, je pense à un point de difficulté que rencontrent souvent les établissements avec ce réseau-là. C'est pas un réseau où le descendant marche très bien. C'est-à-dire que même si vos établissements, pour la plupart, ont des pages sur lesquelles ils postent des informations, c'est rarement là que les interactions sociales sur LinkedIn sont les plus puissantes. Il y a les groupes qui sont très puissants et souvent sous-estimés sur LinkedIn. Sous-estimés parce que leurs fonctionnalités de base apparaissent très simples en tout cas, alors qu'en réalité, bien agencés, en multipliant les groupes thématiques, on a à mon avis une puissance de réseau très, très importante. Et puis l'autre aspect que les établissements ont souvent du mal à prendre en compte aussi, c'est que la communication sur LinkedIn passe par les gens, passe par les profils. Donc l'effort n'est pas à fournir sur la page de l'institution, elle est plutôt à fournir dans l'animation de la communauté. Et on revient sur une notion qui a perdu de sa force ces dernières années, c'est le community management. On a dans la plupart de vos établissements, je pense, des community managers. En tout cas, on les appelle community managers. La réalité, c'est qu'ils font plutôt du social media management et ils postent des informations de l'institution sur les réseaux sociaux en les adaptant un petit peu à la forme. C'est pas ça le community management. Le community management, c'est animer des communautés, que ce soit d'ailleurs des communautés d'alumni ou autres. Et je crois que sur LinkedIn, il faut revenir, pour bien exploiter le réseau et en tirer tous les fruits, il faut vraiment revenir à du community management, au sens animation de la communauté, faire en sorte, comme le disait Jean-François tout à l'heure, que les profils soient bien renseignés. C'est un basique, mais il suffit de mal orthographier le nom de votre établissement sur LinkedIn pour ne pas être répertorié comme faisant partie du réseau. Donc ça débute mal l'effort de communication sur ce type de plateforme. Donc voilà, ça passe par des choses très simples, très basiques, la maîtrise des codes et vraiment l'animation des communautés. On va vous proposer une séquence de questions-réponses ou de partage d'expériences pour un petit peu élargir les perspectives. Qui souhaite réagir? Vous êtes dans le noir, je vais vous le dire. Ah voilà, ça c'est beaucoup plus agréable. Bonjour, Antoine Pajot, président d'Universal Alumni. J'ai une question, alors pas forcément sur LinkedIn, mais on a aussi des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent qui s'appellent Univise, qui permettent de mettre en relation des prospects, donc des élèves de terminale avec des alumni, en fait des anciens élèves. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce type de nouveau réseau qui arrive. Non, pas du tout. Mais on en a deux qui arrivent, il y a Univise et un autre qui arrive aussi, et on commence à être démarché par rapport à ces types de réseaux sociaux qui sont un petit peu particuliers. Pour le recrutement donc non, pas de
Pas encore. Non. Mais c'est gentil d'avoir posé la première question. Non, par contre, c'est vrai que il y a une diversité maintenant des réseaux sociaux et de la complexité pour nous, établissements, et de se dire, est-ce qu'il faut aller sur tous ces réseaux sociaux et puis, autre élément pour lequel, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse, c'est de dire quelle est la place que prennent chacun de ces réseaux dans la com et la promotion de l'école. Est-ce qu'ils sont en élément d'entrée et en disant des prospects l'ont vu par des réseaux sociaux et ensuite ils viennent sur des salons où ils communiquent, où ils viennent vers nous, ou au contraire, dans le processus, à un moment donné, le réseau social est à la fin et permet de confirmer. Voilà, donc ça fait partie de tous ces enjeux. Il y a plein d'expérimentations, plein de découvertes. Mais pour les établissements, la grande difficulté est de se dire à un moment donné, il nous faut une ligne éditoriale, il nous faut une politique, il ne faut pas se disperser, et puis surtout avoir les moyens derrière. Et c'est quand même du gratuit en tant que tel. Donc ce sont des choix stratégiques de toute façon que nous allons devoir faire très rapidement. Bonjour, Vincent Thévenot, responsable dans un centre de formation de l'Agence française de développement. Nos étudiants sont en Afrique. On est au degré presque 0, voire -1 de gestion de notre alumni. On a une application vieillissante et la question se pose d'abord si on reste sur cette application ou si on va justement sur LinkedIn. Et du coup, LinkedIn en Afrique. J'ai quelqu'un qui est très fort en relations internationales à côté de moi, donc je suis sûr qu'il aurait une réponse pertinente, mais il m'a laissé la parole, c'est sympa. Je n'ai pas les chiffres de déploiement de LinkedIn en Afrique, alors peut-être que William, je suis désolé William, je vais te t'outer, William Saulnier qui est dans la salle pourra nous donner plus d'informations, s'il m'entend, mais c'est un réseau mondial. Voilà. Après, la difficulté de l'Afrique, c'est la qualité du réseau, au sens tube, et pas réseau social. Et le smartphone et le mobile est très, très présent en Afrique. Donc voilà, j'ai quelques éléments comme ça à vous donner, mais je n'aurai pas de conseils. Je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'il faille se lancer absolument sur LinkedIn pour ce type de problématique. Merci, mais je comprends que vous encouragez plutôt à abandonner les applications maison et de ne pas lutter, on est d'accord ? Oui, l'effort, pour moi, il est à mettre sur la donnée, sur plutôt des applications internes de suivi, de maintien de la donnée, plutôt que sur des réseaux qui tentent finalement d'être concurrents de LinkedIn. Voilà, et vous n'y arriverez pas, je vous le dis. Alors, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Manuel. Pour moi, c'est la solution. Alors derrière, il y a toute une pédagogie à faire pour apprendre à optimiser donc, son profil. Et par contre, pour des étudiants dans des pays africains ou d'autres types de pays en voie de développement, il me semble que LinkedIn est l'unique ou l'un des seuls moyens à avoir accès à l'entreprise, puisque c'est là aussi qualifié, automatisé. Et c'est un moyen pour ces étudiants d'avoir un accès au marché de l'emploi autre que des entreprises publiques en Afrique, puisqu'on sait que c'est généralement ce type d'entreprise et de structure qu'il y a. On m'entend ? Oui, c'est parfait. Bonjour, Antoine Balourdet, je suis de la société Studies. Peut-être qu'il y a déjà des personnes qui me connaissent un petit peu ici. Je voudrais apporter un témoignage parce que nous, on travaille beaucoup sur la notion des anciens élèves et notamment au travers de ces réseaux sociaux professionnels avec aujourd'hui à peu près une centaine d'écoles sur une solution qui permet de montrer en fait ce que font les anciens élèves. Et il y a une partie qui justement n'est pas abordée là, dans ce qu'on a eu sur LinkedIn, c'est que finalement, aujourd'hui, vous pouvez prouver aussi la valeur de l'école à travers justement les carrières et les belles carrières de vos anciens élèves. Nous, je vais vous donner un exemple qui est assez concret. Quand on arrive à nous montrer des exemples d'anciens élèves via nos solutions, on va pouvoir travailler sur plusieurs milliers de personnes. Et à l'inverse, parfois de ce qu'on peut voir avec des enquêtes annuelles d'insertion sur lesquelles on est obligé de regrouper un peu l'information quand c'est fait avec des formulaires et puis on va remettre quelques métiers clés pour montrer ce que peut faire l'école. Rapidement, dès qu'on passe sur des solutions de big data, on peut montrer 200, 300, 400 premiers postes différents. Et donc là, on sort tout de suite en fait, des grands schémas où on voit que les métiers blockbuster. Et aussi bien pour les étudiants que pour vos prospects, vous allez pouvoir leur montrer qu'en fait, l'école, ce n'est pas simplement la partie émergée de l'iceberg en termes de positionnement et en termes d'implantation dans les entreprises. C'est quelque chose qui est bien plus large que les grands groupes et les métiers très connus. Merci. Alors, c'était pas une question, mais je vais y répondre quand même. Ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que la meilleure vitrine de l'école sur LinkedIn, ce sont les profils, c'est pas la page.
La difficulté, c'est que les profils, vous ne les maîtrisez pas en tant qu'institution. Et la photographie que donne l'ensemble de vos alumni sur la plateforme n'est pas forcément conforme à l'image que vous voulez donner de l'école. Donc ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, il y a une richesse très forte qui peut émerger grâce à LinkedIn. On peut voir des parcours très divers, etc. Et à la fois, parfois, la photographie, notamment, par exemple, de la répartition des types de diplômes ou diplômés de l'école, pas exactement ce que l'école donne à voir. C'est encore plus flagrant dans les universités où il y a des diversités de formation très, très importantes. Je donne un exemple basique, mais il y a une université à vocation plutôt lettres et sciences humaines, va voir essentiellement des profils de juristes arriver sur sa page LinkedIn parce que ceux-là sont peut-être plus sensibles à la plateforme. On les sensibilise aussi peut-être plus dans leur cursus au fait d'avoir un profil LinkedIn, etc. Donc, si je prends simplement la base alumni de l'université, j'ai l'impression que c'est plutôt une université de droit et de juristes. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la tendance principale en formation dans l'établissement. Et c'est pour ça que je parlais de community management tout à l'heure, parce qu'à mon avis, c'est ce travail-là que doivent aujourd'hui mener les écoles pour être correctement présentes sur LinkedIn et avoir une image qui correspond à la réalité. Alors j'ai juste rebondir, c'est vrai que c'est un très très bon point, et notamment en fonction des secteurs, on ne va pas avoir la même représentativité, ni d'ailleurs en fonction des promotions. Mais ce n'est pas quelque chose en fait de fataliste, notamment dès lors que c'est vous qui gérez les outils et que vous allez pouvoir le montrer par exemple sur votre site. Vous pouvez très bien ensuite montrer soit secteur par secteur, soit justement redresser pour avoir un échantillon qui est représentatif. Mais effectivement sur le site lui-même de LinkedIn, non. Une question à ma gauche. Bonjour, Jérémy Belage de l'ISAE Super Héros. Une question, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup de partir sur un développement de réseau social professionnel privé? Donc il y a plusieurs solutions qui existent, alors que LinkedIn propose justement toutes ces fonctionnalités, notamment en termes d'animation de la communauté. Est-ce que LinkedIn peut servir uniquement à ça et est-ce que les fonctionnalités que LinkedIn propose sont suffisantes? C'est pas une question facile. Dans l'absolu, j'aurais envie de dire non, il ne faut pas le faire. Je vais simplement quand même pointer du doigt ce qui pourrait vous pousser à le faire, et puis après vous choisirez. Il y a un problème de ressources, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être au four et au moulin, c'est compliqué. Voilà. Donc bien animer la présence de l'école sur tous les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut faire des choix, c'est pas possible. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et souvent, malheureusement, sur LinkedIn, les choses se compilent toutes seules et votre base alumni installée, entre guillemets, est souvent plus importante que d'un réseau social où vous partez de zéro. Il va falloir aller les chercher, les convaincre d'arriver sur le réseau, puis ensuite de l'utiliser. Ça, c'est un effort quand même qu'il ne faut pas négliger, qui est long, qui est compliqué pour les ressources en général des établissements. C'est un premier point de réflexion. Le deuxième point de réflexion, c'est peut-être le business model de LinkedIn par rapport à ce que vous proposez comme outil. C'est-à-dire que dire à votre communauté, c'est sur LinkedIn que ça se passe, c'est une façon clairement de faire tourner le business de LinkedIn et de peut-être même inciter vos membres à avoir un compte premium, etc., pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Donc voilà, je vous donne des pour et des contre, puis vous ferez votre choix. Vous viendrez nous raconter l'année prochaine. On change de côté de l'amphi. Bonjour, Julien Lachaise, donc président de Pure Point Alumni. J'avais une question très brève. Quid de la nouvelle réglementation, donc RGPD, qui est entrée en vigueur le 25 mai? Est-ce que c'est donc plutôt une opportunité ou une menace pour les réseaux d'alumni? Est-ce qu'on a un juriste référencé sur LinkedIn dans la salle, s'il vous plaît? Non, mais simplement pour vous dire, vous avez sans doute tous reçu beaucoup de mails ces derniers jours de plein de services disant RGPD, RGPD. J'ai reçu celui de Viadeo avant-hier, j'ai reçu celui de LinkedIn en mars. Donc, alors je ne suis pas juriste, hein, je n'ai pas été voir vraiment dans le détail s'ils étaient compliant à 100%, si c'était parfait, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se mettent en conformité sans vraiment l'être. Bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, oui, eux, ils disent que tout est fait et que la base de données sur LinkedIn est conforme. Voilà. Ça l'est peut-être pas complètement, c'est ce qu'ils disent. Merci, j'ai une autre question. Certaines écoles attribuent une adresse mail ciblée avec, alors je sais pas, je vais dire hec.org ou hec.com ou iae. quelque chose. Je ne sais pas si c'est une tendance généralisée et si on mesure le retour sur investissement. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est temporaire, c'est éphémère et les personnes abandonnent ce mail? Moi, je trouve que c'est un vecteur d'identité et de marque assez important, mais je ne sais pas quel est l'impact réel. Donc nous avons fait ce choix d'avoir une adresse email à vie.
mais qui renvoie vers d'autres liens. Après, c'est aux étudiants de le paramétrer, mais effectivement, ça permet d'avoir une identification en permanence, et puis surtout dans la relation qu'a l'établissement vis-à-vis de ses alumni. Bon, ben, au moins, c'est extrêmement simple, on sait ce qu'il en est, et on a pu les collecter ou avoir la base dès le départ ou dès la sortie de l'établissement. Je voudrais réagir un peu à ça et une question plus générale sur la qualité des données. Les adresses mail à vie, il faut les mettre à jour derrière. Elles ne sont pas forcément à jour. Aujourd'hui, les associations, la valeur différenciante, c'était de fournir, par exemple, un annuaire des anciens d'une école. Aujourd'hui, LinkedIn le fait mieux. Il y avait effectivement un community management, ou en tout cas de dire on se retrouve tous les ans pour les alumni, etc. Aujourd'hui, avec Facebook, moi, je sais tout ce que font mes camarades de promo. Enfin, on a parlé un peu de la valeur ajoutée de l'association. Avec tout ça, où finalement les réseaux sociaux le font presque mieux que nous, est-ce qu'on a encore une raison d'être pour apporter ça? Quels sont les services qu'on peut greffer à LinkedIn? Quelle est notre valeur ajoutée derrière ça? Et la qualité de la donnée aujourd'hui, nous, on ne la collectera pas mieux, mais est-ce que LinkedIn le fait mieux que nous et est-ce qu'on peut les extraire? Faites comme Mythique. Mythique, excusez-moi, on est un peu loin du champ de l'enseignement supérieur, mais... Enfin, c'est souvent le cas avec les étudiants. Enfin, oui, oui, c'est vrai. Donc je vais revenir à mon exemple de Mythique. Mythique, tout le monde connaît, j'ai l'impression, donc je ne présente pas ce service, mais ils ont été challengés par plein d'autres services qui sont arrivés en étant plus modernes, etc., plus compliants sur les smartphones. Bon. Et ils ont dû se réinventer pour maintenir un petit peu leur compétitivité. Et ce qu'ils ont fait, c'est mettre en place des événements physiques. D'accord. Et aujourd'hui, l'application communique plus d'ailleurs sur ces événements que sur sa partie numérique qui continue à exister. Mais ils font se rencontrer dans la vraie vie des célibataires autour d'événements qui sont très organisés, etc. Donc je pense que ça peut être ça l'inspiration. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'aller contre, l'idée est de faire un petit peu autrement. Et y compris pour les annuaires. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne crois plus à l'annuaire en papier type La Poste avec les adresses, etc. Ça, LinkedIn est beaucoup plus, en tout cas en apparence, beaucoup plus simple à utiliser. C'est dans le smartphone. Enfin bon, voilà. Peut-être qu'il faut repenser les annuaires, tout simplement, aller vers des choses plus éditoriales, travailler sur la qualité aussi du support, etc., y compris d'ailleurs sur des formes numériques, mais qui soient plus animées, qui ne soient pas simplement sur le fait de donner accès à un numéro de téléphone ou un mail, qui soient vers finalement d'autres données, d'autres contenus que l'association est seule à avoir en main et que LinkedIn ne pourra pas forcément fournir. Voilà. Après, ça renvoie à pas mal de questionnements sur quelle est la stratégie de l'établissement vis-à-vis de ses anciens. On a eu juste avant donc, un exemple avec une internalisation. Il y a des associations à côté. Après, il y a toute une réflexion de se dire quel est mon objectif avec mes anciens. Est-ce que c'est un point d'entrée vers une relation entreprise, vers la poursuite de ma politique donc de service? Donc là, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique et surtout pas. Ça dépend pour moi de l'établissement, de son ancienneté également. Si je prends le cas de Grenoble, nous sommes une école jeune créée en 84, donc la relation avec les anciens est un petit peu différente de celle qu'a HEC ou le SCP avec plus d'une centaine d'années d'existence. Mais il est sûr que pour moi, il doit néanmoins y avoir une association des anciens à côté, un petit peu, alors je ne veux pas dire comme contre-pouvoir, mais comme élément de visibilité d'une marque. Loïc Roche, qui est le directeur général de GEM, a souvent coutume de dire la valeur ou l'actif d'une grande école, c'est la valeur de ses anciens. Et tout notre défi, c'est de trouver toute cette articulation entre la communication vis-à-vis de ses alumni. Et puis on sait également qu'en fonction du cycle de vie des alumni, le type de message peut être différent. L'appétence vis-à-vis des réseaux sociaux peut être également différent. La politique de service, qui est pour moi un élément également très important de continuité de la relation avec nos alumni, et puis une association des anciens. Et donc, là, encore une fois, je crois que c'est à chaque établissement d'inventer son propre modèle. Une dernière question? Oui, bonjour. Donc, je suis la présidente des alumni de Télécom Sud Paris, Télécom École de Institut Mines Télécom Business School, qui vient de changer de nom. Donc ma question est, quand on a des écoles qui changent de nom ou des écoles qui fusionnent, ce qui est le cas en fait dans notre groupe d'écoles Institut Mines Télécom, est-ce que LinkedIn propose des outils qui nous permettraient de toucher tout de suite en fait toute notre communauté pour permettre en fait de passer le message sur il faut changer de nom et instituer les bons codes pour communiquer avec les bons noms d'écoles? Je ne suis pas à l'aise pour répondre parce que je ne suis pas de chez LinkedIn, mais d'expérience, je sais que le type de réponse peut être double.
une bonne campagne d'achat sponsorisée pour faire du in-mail auprès de toute votre cible et pour les informer que cette école a changé de nom et que donc il faut mettre à jour les CV. Mais à ma connaissance, c'est le deuxième élément, LinkedIn ne le fera pas pour vous. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller prendre la main sur les CV de vos alumni et changer dans le descriptif de leur CV le nom de l'établissement qu'ils ont suivi en formation. Donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué. Ça passe soit par des éléments de com traditionnels, soit par de l'achat de campagne sur LinkedIn. Auparavant, il existait il y a quelques années dans les back-office de pages d'établissement la possibilité d'indiquer plusieurs noms pour l'école. Mais je crois que ça a disparu. Donc ça permettait d'aller vers ce genre de solution et de ne pas forcer la main aux étudiants ou aux alumni sur le changement de nom de l'école, mais de subtilement rassembler tout le monde au sein d'une même communauté. Et malheureusement, je crois que ce n'est plus possible. Oui, pour compléter, ça rejoint ce que nous avons dit avec Manuel depuis tout à l'heure. Je crois qu'il y a à la fois un aspect community management et puis un aspect également apprentissage ou apprendre à nos étudiants, alumni à utiliser donc LinkedIn. Si je prends là aussi le cas de mon école, on a différents programmes et quand on recense un petit peu tous les groupes qui ont été créés, il est sûr que pour une même classe, on peut avoir différentes appellations et donc au lieu d'aller vers de la simplicité et de la visibilité à l'extérieur, entraîne beaucoup plus de confusion et donc encore une fois, d'où cette nécessité de aider, préparer, accompagner et toute une politique de community management pour bien vérifier. Merci à vous deux. On peut les applaudir.